Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire d'actualité Zoom sur, resté longtemps l'objet d'un profond désaccord entre le pouvoir et la classe politique. L'organisation des élections est désormais en bonne voie suite aux négociations engagées entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques. En effet, le ministère de l'Intérieur et les partis politiques sont tombés d'accord sur la préparation participative et consensuelle des élections. L'accord conclu porte notamment sur la proportionnalité aux élections régionales et municipales, la proportionnalité aux élections législatives, la liste nationale, le redécoupage de Nouakchott en 3 circonscriptions électorales, les délais électoraux, le recensement administratif à caractère électoral, la commission électorale indépendante, l'état civil et l'accord de principe sur la contribution au financement des campagnes électorales. Tels sont les points saillants de cet accord qui sera au centre de ce nouveau numéro de votre émission Zoom sur. Nous recevons sur notre plateau M. Mohamed Oulbihe, secrétaire exécutif du parti INSAF, M. Amadou Tidjane Diop, président du FRUD, Mme Lal Hassan Ahmed Abeid, première vice-présidente du parti Ravah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avant de continuer, nous allons regarder ce reportage de Melika Nakli qui revient sur cette rencontre avec les partis politiques. Les points de consensus entre le ministère de tutelle et les partis politiques comprennent la proportionnalité aux élections régionales et municipales, la proportionnalité aux élections législatives, la liste nationale, le redécoupage de Nouakchott en 3 circonscriptions électorales, les délais électoraux, le recensement administratif à caractère électoral, la commission électorale indépendante, l'état civil et l'accord de principe sur la contribution au financement des campagnes électorales. Les partis politiques ont adopté à l'unanimité les propositions présentées par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed El-Mohamed Lamine, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Razouani, ce qui a permis de surmonter toutes les divergences qui subsistaient entre les partis concernés, notamment l'installation de la commission électorale indépendante avant le 31 octobre. À cette dernière sera confiée la tâche de fixer les prochaines échéances électorales en concertation avec le gouvernement et les partis politiques. Il a été également convenu d'adopter la proportionnalité à un tour au niveau de tous les conseils régionaux et municipaux, avec la condition que le président du conseil régional ou le maire soit la tête de la liste qui obtient le plus grand nombre de suffrages exprimés. En ce qui concerne la proportionnalité aux élections législatives, les représentants à l'Assemblée nationale sont élus à 50% selon le système proportionnel et à 50% selon le système majoritaire à 2 voix. Et une liste nationale des jeunes sera créée, alternant les 2 genres, composée de 11 sièges à condition qu'ils comprennent au moins 2 places pour les personnes handicapées. Dans le cadre de cet accord, la ville de Nouakchott sera redécoupée en 3 circonscriptions électorales. Chaque circonscription se voyant attribuer 7 sièges, soit une augmentation de 3 sièges portant le nombre total des sièges de Nouakchott à l'Assemblée nationale à 21 sièges. La détermination des dates des élections est laissée à la Commission électorale nationale indépendante en consultation avec le gouvernement et les partis politiques, en tenant compte des conditions climatiques appropriées. Dans le cadre de cet accord, un recensement administratif à caractère électoral sera organisé par la Commission électorale nationale indépendante en concertation avec le gouvernement et les partis politiques, avec l'approbation de principe de la contribution de l'État au financement d'une partie des dépenses de la campagne électorale, suivant une procédure qui fera ultérieurement l'objet de consultations avec les partis politiques et toutes les mesures nécessaires seront prises pour permettre à l'électeur de voter et d'exercer son droit de vote dans les meilleures conditions. Bonsoir donc et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et pour commencer, il n'y a pas mieux que de se demander en quoi ces concertations inclusives s'imposent-elles aujourd'hui. Merci, Amir. Je tiens d'abord à remercier la télévision Mauritanie pour nous avoir donné cette occasion
de présenter aux téléspectateurs mauritaniens le résultat et le contenu des outputs de ces importantes concertations qui ont eu lieu pendant plusieurs jours au ministère de l'Intérieur entre les partis politiques, ceux de l'opposition et ceux de la majorité. Dans quel climat? Dans un climat très convivial. Naturellement, comme toute concertation, les partis ont chacun pu défendre sa vision, sa façon de voir le processus électoral sur lequel nous avons discuté sur les points les plus essentiels de ce processus d'une façon très responsable. Chacun a écouté l'autre et on a divergé sur certains points. C'est tout à fait normal. Mais nous sommes parvenus enfin, grâce à le bon arbitrage, je dirais, la sagesse du président de la République. Nous avons tous accepté de faire recours à son arbitrage. Le ministère de l'Intérieur a fait des propositions que le président de la République a validées et que nous avons acceptées, et qui ont pu trouver des solutions pour les points essentiels sur lesquels il y avait des divergences. Je dois dire qu'il y avait au total 24 partis. Un à un, ces points, par exemple. Puisque nous avons en temps imparti à cette émission, et je voudrais qu'on aille à l'essentiel. Si on prenait, par exemple, la commission électorale, et en quoi la responsabilité des partis politiques que vous êtes s'assigne-t-elle? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que vous avez demandé à ce que l'État fasse pour pouvoir créer cette commission électorale indépendante? En fait, la commission électorale, elle existait déjà. Oui. Elle existe par la force d'une loi qui édicte exactement quelles sont ses compétences, de quelle manière elle doit être composée. La commission est composée de 11 membres. Elle a toujours été... Elle est composée de 11 membres. Sujet de désaccord entre... Non, son mandat vient à expiration au mois d'avril prochain. Oui. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on mette en place une nouvelle CENI, parce que la loi dit que quand la commission électorale commence à préparer, ou quand on rentre déjà dans le calendrier électoral, il n'est plus question, il n'est plus possible de changer la CENI. Or, la CENI actuelle, son mandat arrive à expiration le 27 avril prochain. C'est la raison pour laquelle le premier acte dans le processus électoral, c'est effectivement de mettre en place une CENI, parce que c'est elle qui va gérer tout le processus. C'est pas nous, c'est pas les partis, c'est pas le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est pourquoi on a dit que cette CENI doit être mise en place avant la fin octobre. C'est elle qui doit superviser le rappel, le recensement à caractère électoral, qui doit être organisé. C'est elle qui doit superviser tout le processus, et donc il faut qu'elle soit mise en place très tôt. Donc c'est le premier acte. Bien sûr, la date, les délais et tout ça. Donc c'est le premier acte par lequel on doit commencer. Amadou Tidjane. Merci, M. Adagui. Naturellement, je remercie aussi la télévision mauritanienne pour nous permettre d'avoir cette opportunité de discuter sur des questions autour de la concertation politique qui a eu lieu dans ces jours-là. De mon point de vue, cette concertation s'impose en ce sens que si on aspire aujourd'hui à une vie politique paisible, à un climat politique apaisé, à un modèle de démocratie sincère, susceptible de respecter les principes et les normes dans la transparence des élections, l'organisation et la gestion des élections, il est naturel d'inviter autour de la table tous les acteurs concernés par le processus politique, particulièrement les partis politiques. Cela quand même peut dénoter une certaine volonté. Qu'on s'entende ou non, c'est autre chose. Et effectivement, durant 7 jours ou 6, nous avons discuté ou passé en revue toutes les questions qui concernent le processus électoral. Cette concertation a obéi à un processus, à un certain nombre d'étapes.
À un certain moment, on avait recommandé à tous les partis politiques de faire transmettre au ministère de l'Intérieur qui avait initié cette rencontre tout ce qu'ils pensent par rapport à l'ensemble des points qui ont été évoqués dans la lettre. Personnellement, au niveau de notre organisation, c'est vrai, il y a des points que nous avons cités qui n'ont pas fait objet d'acceptation, mais nous disons en toute honnêteté que le but a presque été atteint, en tout cas pour l'instant. Beaucoup de points ont fait objet, je ne dirais pas beaucoup, la totalité des points ont fait objet d'accord et de consensus jusque-là. C'est vrai, il reste encore des points sur lesquels nous ne sommes pas prononcés. Il y a aussi certains détails sur les points sur lesquels nous sommes tombés d'accord qui n'ont pas encore été traités, qui restent. Nous souhaitons aussi que, comme cette première phase, que tout ce qui va suivre, qu'on puisse s'entendre surtout jusqu'à l'organisation des élections, dont les résultats seront acceptés par tout le monde. C'est l'objectif qui est souhaité et là nous sommes jusque dans une étape au sein d'un processus. Souhaitons-le. Ouais. Là, comment s'est passé ou se sont passées ces concertations, dans quel climat Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Je pense que ça s'est passé comme un peu l'ont raconté mes frères et amis, mes collègues. Ça s'est très bien passé. Pour ma part, je n'ai pas été vraiment très surprise parce que ça continue un peu dans la lignée depuis l'arrivée du président, de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il a fait sentir et il a démontré qu'il avait une certaine ouverture vis-à-vis de tout le monde. Et là, je pense que c'est un peu la suite de ce chemin qu'a déjà ouvert le Président de la République. Je ne suis pas très surprise non plus parce qu'en réalité, comme moi je le pense personnellement, et autour de la table autour de laquelle on était, certains aussi ont approuvé cela, que nous étions à peu près satisfaits des élections de 2006. Et il se trouve que le ministre actuel était ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc c'est un peu dans ce sens-là, j'étais un peu rassurée, pas très surprise. C'est vrai que c'est bien le fait d'avoir des concertations inclusives. Moi, je pense qu'elles ont été inclusives ces journées, parce que quand même la scène politique, elle est composée de 25 partis. Il y en avait quand même 24 sur 25. Et là, je profite de l'occasion pour toujours rappeler et souhaiter la bienvenue à notre frère de la JDMR qui nous manque. Ibrahima, tu nous manques, viens autour de la table. On est toujours là-bas, comme vous l'a souligné Monsieur Diop. Il nous reste encore des points dont on va parler. C'est vrai, le fait qu'on soit 24 sur 25, c'est déjà pas mal, mais 25, c'est encore mieux. Donc, j'ai saisi cette occasion pour faire un appel à notre frère de la JDMR pour qu'il nous rejoigne. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je pense que on a été accueillis au ministère de l'Intérieur par une équipe, on a été très bien accueillis. On nous a mis à notre disposition une équipe de professionnels. Et ça s'est démontré qu'ils étaient très professionnels. Autant le secrétaire général que le staff technique qui était avec lui d'une grande compétence. On n'a pas trop à se plaindre. On a été choyés. Ça, c'est bien. Et il y avait un climat surtout qui était très important. Au début, certains... Est-ce qu'il y a eu des points de désaccord? Oui. Non, je parle toujours du climat. Au début, quand on est arrivé autour de la table, il y avait certains d'entre nous qui étaient du bord politique de l'opposition qui ont même dit ouvertement leur appréhension, leur méfiance vis-à-vis du ministère. Et au bout d'un jour, je crois, ou de deux de travail, ils ont même reconnu hors micro, en off, qu'ils étaient assez rassurés. Et ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ce qui démontre qu'on peut se mettre à table, on peut débattre entre les partis politiques, les deux bords. Il y avait aussi un autre avantage, c'est que lors de ces concertations, on a même un peu oublié chacun l'appartenance politique à laquelle on était, le bord politique, opposition, majorité. On était en train de débattre, on a oublié notre appartenance, on était en train de débattre de points essentiels qui servent l'intérêt général. On a fait passer, je pense, l'intérêt général avant l'intérêt partisan, avant l'intérêt partisan en réalité. Autre chose aussi, je voulais dire, c'est que, surtout j'insistais sur la neutralité du ministère. En fin de compte, autant le secrétaire général que son staff, ils étaient très neutres. Ils assistaient, ils dirigeaient la séance, mais sans jamais vraiment mettre son avis en avant. Et le plus important dans le rapport qu'ils nous remettaient, le rapport de nos réunions, était très fidèle. Et ça, c'est une chose
qu'il faut quand même dire, il faut reconnaître et saluer. Et j'espère que ça continuera tout le long du processus. Comme on vous a dit, ce n'est pas encore terminé. C'est vrai que l'essentiel a été proposé par son Excellence, le Président de la République. Comme l'a dit mon frère Mohamed d'une grande sagesse, moi j'étais très fier. Le parti Rava a été très satisfait. Bon, on a quand même, quand on cherche un consensus, il faut quand même faire des concessions. On a fait des concessions. Mais on a été, je vous dis, ravis, surtout en ce qu'on a tenu compte de beaucoup de nos propositions. Donc je reviendrai sur ces points-là quand on y arrivera. Monsieur le secrétaire exécutif, il est prévu l'adoption d'une proportion en tour au niveau de tous les conseils régionaux et municipaux. Comment cela va se traduire en réalité sur le terrain? Oui, bon, effectivement, l'un des points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord est qu'il y ait une proportionnelle, je ne dirais pas intégrale au niveau des communes, mais elle est intégrale dans le sens où elle permet à tous les partis d'être présents dans les conseils municipaux et dans les conseils régionaux. Vous savez, pour les collectivités locales ont une importance capitale, parce que c'est en fait la gestion de proximité des citoyens qui est en jeu. Et tout le monde veut se placer, naturellement tout parti politique veut se placer à côté des citoyens, veut être le plus proche des citoyens. Et la gestion de la chose publique, pour qu'elle soit participative, et c'est ça d'ailleurs le sens de l'instauration des collectivités locales, c'est justement de rendre la gouvernance proche des citoyens, que les citoyens puissent s'autogérer eux-mêmes à travers des personnes qu'elles ont élues. Et il y avait un problème parce qu'on faisait en fait 2 tours pour les collectivités locales. C'est-à-dire que avant, quand une liste n'arrive pas à trouver une majorité absolue au premier tour, on fait recours à un deuxième tour entre les 2 listes venues en tête. Et ceci avait pour conséquence et pour résultat que quand il y a un deuxième tour, dans certains conseils municipaux, finalement, on ne trouve que 2 partis, parce que le jeu se fait au deuxième tour seulement entre 2 partis. Oui, il est vrai que ça donne une certaine stabilité et des majorités confortables au maire et à son équipe, mais il a l'inconvénient aussi d'écarter un ensemble de partis, d'autres voies qui seraient peut-être utiles pour la bonne gouvernance et pour la bonne transparence de la gestion communale et régionale. Et ce qu'on a décidé, ce qui a été décidé, ce qui est nouveau, c'est qu'on ne fait plus de deuxième tour dans ces élections. C'est la nouveauté. On fait un seul tour. Et à partir des résultats du premier tour, la liste venue en tête, même avec une majorité simplement relative, c'est-à-dire pas du tout absolue, elle peut être de 20%, de 30%, de 40%, c'est la liste venue en tête, on prend le maire de cette liste, la tête de liste de cette liste devient le maire de la commune, ou bien la tête de liste de la liste régionale devient le président de la région. Et on accorde maintenant au parti, chaque parti ce qu'il a trouvé, on le traduit en termes de siège dans le conseil. Donc, il y aura une plus grande participation des partis dans la gestion communale. C'est un avantage énorme. C'est une avancée de la démocratie. Et en plus de cela, ça fait aussi l'économie. Une économie de moyens et une économie de temps. Parce que pratiquement dans la plupart des pays, on ne fait plus de deuxième tour. C'est trop fatigant pour les populations, c'est très coûteux. Et ça réduit réellement la représentativité des partis politiques au niveau des communes. Monsieur Amadou Tidjane, que pensez-vous de cette nouveauté? Oui, nous avons discuté de beaucoup de points essentiels, mais ce point portant proportionnel, intégral, semble être le plus important, de mon point de vue en tout cas, du point de vue de notre organisation politique. Je dois rappeler au passage que cette requête ne date pas d'aujourd'hui, c'est une ancienne doléance qui a été formulée longtemps par les partis politiques, mais c'est maintenant que nous avons eu l'opportunité d'avoir gain de cause. Donc, c'est une avancée dans la démocratie. Sur le plan technique, la proportionnelle intégrale, comme il l'a dit, renforce plus la présence
des partis, surtout les partis politiques, au sein des communes, au sein des conseils régionaux. Puisque les scrutins à 2 tours, le plus souvent, on se retrouve seulement avec 2 partis dans les communes et dans les conseils régionaux. Alors avec la proportionnelle, un seul tour, tous les partis ont la grande probabilité pour se retrouver dans le conseil régional. Et surtout en termes de coûts, c'est coûteux, c'est comme si nous allons faire 2 élections. Et en termes de temps aussi, c'est quelque chose de très contraignant. Donc nous pensons que c'est vraiment quelque chose de très important, très génial. Et il faut aussi rappeler que s'il y a eu un point important qui a fait l'objet de discorde, c'est celui-là. C'est celui-là qui a fait objet de discorde. Mais par consensus, nous sommes parvenus en tout cas à retenir la proportionnelle. Et la plupart des partis avaient recommandé ça. Et je dois rappeler que on dit consensuel, c'est-à-dire nous ne sommes pas des partis à partir de vote. Non. Il y a 8 partis de l'opposition qui relèvent l'opposition, 18 partis de la majorité, mais nous n'avons pas mis en œuvre le principe de vote. Mais ce n'est pas consensus. Mais la plupart des partis quand même souhaitaient que cette proportionnelle intégrale soit mise en œuvre, expérimentée par le peuple mauritanien à partir des prochaines échéances, et c'est ça ce qui a été fait. On se réjouit avec honneur. La fameuse proportionnelle. Bon, c'est vrai ce qu'ils vous ont dit. En ce qui concerne la proportionnelle, nous, notre parti, le Parti Rabat... Je parler plutôt de la population et des députés, pour qu'on ne continue pas sur les mêmes points, sinon on n'arrive pas Non, je parlerai de la proportionnelle. Sur les députés. Je parlerai surtout de la proposition de vos partis d'abord. Tant mieux. Donc, voilà, on le fera. Donc, je reviens sur la proportionnelle en disant que nous avions proposé la proportionnelle intégrale au niveau de notre parti. Apparemment, ça a été le cas de 21 partis sur 24 quand même. C'est quand même une majorité qui va dans le même sens. Mais il y a eu quand même un problème. Et là, je pense que ça va dans le sens un peu de la neutralité de l'administration. Ça la démontre. Et surtout, ça démontre que le président de la République, quand il a eu à proposer ce qu'il nous a proposé, a tenu compte, a démontré qu'il était à égale distance de tous les partis. Pourquoi? Parce que la proportionnelle, en réalité, ce qu'il a refusé, c'était, en grande partie, c'était le parti quand même État, le parti INSAF, votre parti. Donc, je pense que le fait que... c'est pas la peine de revenir sur ces... Non, je l'explique, je reviens dessus. Nous sommes en train de parler aux téléspectateurs. Nous allons l'expliquer aux téléspectateurs. Et pour moi, c'est important qu'il y a eu des désaccords, mais plus important, c'est la position du président de la République, qui est tenu à être à égale distance de tous les partis. Je pense qu'il l'a fait en proposant ça. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous cherchons tous un consensus. Et un consensus, il faut faire quand même des concessions. Moi, je n'étais pas pour le partage de Nouakchott. Pourtant, on l'a accepté. Pour accepter justement le consensus. Vous n'étiez pas pour la proportionnelle intégrale, et pourtant vous l'avez accepté. Mais moi, je reviens sur la proportionnelle en disant, excuse-moi, vous êtes dans le parti INSAF, je pense qu'ils sont pour une proportionnelle intégrale conditionnée. Nous, à Rabat, nous sommes pour une proportionnelle intégrale non conditionnée. Intégrale, comme le nom l'indique. Quelqu'un qui a la majorité de voix, le maire fera partie de cette liste-là. Mais qu'il n'y ait pas de condition. C'est vrai, et nous pensons aussi à la bonne réussite du travail du conseil municipal ou du conseil régional. Un bon maire, un bon président, ben écoutez, s'il n'a pas la majorité vraiment absolue, il doit quand même tendre la main à ses autres partenaires. Et je pense que la proportionnelle est très importante parce qu'elle rapproche justement, et ça c'est l'un des cas de notre président qui lui tient beaucoup à cœur et qui nous tient tous à cœur, c'est la proximité de l'administration du citoyen. Et je pense que c'est parfait parce qu'avec la proportionnelle, on aura une plus grande représentativité des électeurs. Ils se sentiront beaucoup plus représentés. Donc moi, c'était notre cas, mais je répète encore que nous voulons une proportionnelle intégrale, mais non conditionnée. Au niveau de... Oui, vous voulez, je voulais juste ajouter, je n'aurais pas voulu qu'on s'étale beaucoup sur chaque question, sinon on risque de pas aborder d'autres questions plus importantes pour les téléspectateurs. C'est ça. Voilà. Bon, je pense qu'il n'était pas utile qu'on revienne sur ce que chacun a soutenu, ce qu'il a défendu. Sinon,
on va être dans un débat qui ne va pas nous permettre de présenter aux téléspectateurs le contenu. Bon, monsieur le secrétaire général, que chacun devrait donner son point de vue sur tous les points qui ont fait le consensus. Pour dire le point de vue, en fait, c'est qu'il y a pour schématiser. Au niveau sur cette question, de la proportionnelle, en fait, on a divisé la poire en deux. En fait, ce qui notre souci, au parti, je ne dirais pas le parti au pouvoir, je dirais le parti de la majoritaire, c'est tout simplement ce qu'on veut, des institutions stables. Les conseils municipaux, les conseils régionaux sont des démembrements de l'État auxquels l'État a délégué un certain nombre de pouvoirs qu'elle doit pouvoir exécuter dans toute stabilité. On a l'expérience de 2006 qui a quand même eu des ratés, il faut le reconnaître, parce que tout simplement le Conseil était très instable. La poire a été divisée par deux, et c'est là où réside, je dirais, la sagesse du président, c'est qu'il a divisé la poire en deux. Il a accepté une proportionnelle limitée, c'est-à-dire une proportionnelle qui permet à tous les partis d'être présents dans le parti, d'avoir leur part, c'est-à-dire le nombre de voix. On ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'il n'a pas obtenu. D'avoir le nombre de voix qu'il a obtenu, qu'on le traduise en siège dans le conseil municipal. Mais en même temps, il a accepté que le maire soit verrouillé dans la liste majoritaire. Il est obligatoirement le tête de liste. Et c'est ça le sens d'une certaine stabilité dans l'exercice de ses fonctions. Parce que si un maire, si chaque 2 jours, les 19 conseillers vont se réunir pour dire on va voter pour changer le maire, ce sera chaque jour. On connaît notre société, on connaît son fonctionnement. On ne pourra pas fonctionner. Donc voilà justement là où réside la divergence. Voilà, la divergence. Donc, et je passe au deuxième point directement parce que la proportionnelle ne s'arrête pas à ça. Il y a la proportionnelle dans les parlementaires, qui est très importante. Et vous savez que la création des nouveaux départements, de 5 nouveaux départements, non, plus d'ailleurs, enfin, des nouveaux départements, elle a fait que maintenant le niveau de la proportionnelle qui était de 55% a reculé. Il est devenu à 45%. 45 ou 50 45 et quelques pourcents. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'il fallait donc relever un peu le niveau de la proportionnelle pour l'amener à 50% au moins. Ce qui est très acceptable. Au-delà de 50%, c'est trop. Aucun pays dans la région et dans la sous-région n'a un tel niveau une telle proportion de sièges au Parlement votés à la proportionnelle. Au Sénégal, à côté, c'est 35%. Au Mali, elle n'existe même pas. Et je dirais plus qu'en France, de laquelle on a... c'est elle qui... C'est notre constitution d'ailleurs. C'est beaucoup été inspiré de la constitution française. Et la France a pratiqué la démocratie bien avant la Mauritanie. Il n'y a pas de proportionnel en France, figurez-vous. Il n'y a pas de proportionnel, c'est du système majoritaire. Mais ce point aussi, on a eu une longue discussion sur ce point. Et on est parvenu finalement à un accord où le président de la République a proposé une proposition médiane qui relève un tout petit peu le niveau de la proportionnelle de l'État où il est actuellement de 45% à 50%, en augmentant un certain nombre de députés sur les listes nationales. Vous savez, les listes nationales sont votées à la proportionnelle. Alors, on a augmenté 14 députés, dont 3 vont venir s'ajouter aux 3 circonscriptions électorales qui ont été créées à Nouakchott et calquées sur les wilayas, chacune de 7. Donc le Nouakchott, maintenant, a 3 listes, au lieu de 7 listes de 18, 3 listes, chacune de 7, ça fait 21 députés. Et chaque 7 députés sont élus à la proportionnelle. Et 3 ont été ajoutés à la liste, 11 plutôt, 3 ont été ajoutés à 6 listes, et 11 ont été... et c'est ça la grande innovation dans ce... Il faut quand même lui donner cette place, cette nouvelle innovation. 11 nouveaux sièges pour une liste de jeunes, pour une liste nationale des jeunes. Une liste qui va être constituée alternativement par un homme ou une femme et qui va surtout comporter 2 sièges réservés aux personnes handicapées.
Et s'agissant du système majoritaire à 2 voix, il est de combien? À 2 voix, naturellement, si l'un est de 50%, l'autre est de 50%, c'est clair. C'est clair. L'Assemblée actuelle, et ça je tiens à le souligner, l'Assemblée actuelle est devenue de 176 députés. On est maintenant à 176 députés, c'est quand même très élevé par rapport à la prochaine sera de 176, l'actuelle est de 157. Et on arrivera à 176, le Sénégal à côté, il fait 150 et quelques. La population fait 4 fois la nôtre. Et quel est l'avantage de ce mode de scrutin, Monsieur Amadou, pour un pays comme le nôtre? Il a dit l'essentiel sur le plan technique par rapport à 50% de proportionnel, à 50% inscrit aussi avec le système majoritaire. Mais ce qui est l'avancée remarquable que nous soulignons par rapport à ça, c'est que c'est le fait de prévoir cette fois-ci une liste nationale dédiée spécialement aux jeunes, c'est-à-dire 11 sièges à pourvoir l'Assemblée nationale. C'est fondamental puisque l'objectif, entre autres, est d'associer la jeunesse. L'avenir d'une nation, c'est sa jeunesse. C'est quelque chose de très fondamental, très particulier, et ça les motive, ça les incite aussi à s'intéresser à la chose publique, à la chose politique. Vous voyez, et ça renforce aussi en termes d'effectifs l'Assemblée nationale. Et l'autre avancée aussi, c'est-à-dire, c'est de prévoir des sièges spécialement dédiés aux personnes handicapées. Cependant, ce qu'on aurait souhaité, c'était dans cette, je vais un peu peut-être anticiper, dans la liste de ces jeunes-là, qu'on prévoit la diaspora, en augmentant le nombre de sièges prévus pour la diaspora, puisque la diaspora, elle est très importante pour la Mauritanie. Tant elle participe dans la vie au quotidien, elle constitue même un effectif, en tout cas, qui est extrêmement important, reparti dans le monde entier, mais il ne se retrouve qu'avec 4 députés ou 4 sièges à l'Assemblée nationale. Le Sénégal est à côté, je crois, ils ont plus de 10 députés à l'Assemblée nationale qui est dédié uniquement à la diaspora. Donc là, ils ont anticipé un peu, c'est la question que je devais poser, puisqu'on évoque également dans cet accord l'élection d'une liste nationale des jeunes, alternant les 2 genres. Comment vous l'accueillez? Moi, je l'accueille à bras ouverts. Comment vous le... Je l'accueille à bras ouverts, je vous souhaite la bienvenue. Je pense que c'est mérité quand même, parce que la jeunesse, elle représente... si les femmes représentent 52% ou parfois 54%, moi je pense que la jeunesse ira pas moins que ça. Ça, d'accord. Mais je suis très contente et je suis rassurée, nous sommes rassurés au Parti Ravin, parce que, comme vous le savez, la proposition des personnes handicapées vient de notre parti. Nous avons l'honneur nous avons été très satisfaits de la part du président et nous profitons de l'occasion pour l'en remercier du fond du cœur. En ce qui concerne le 50-50 pour la proportionnelle, parce que j'ai pas pu quand même me prononcer là-dessus, nous, on s'inquiétait un peu, c'était pour la participation de la femme. Parce que vous avez dit, on sera à 176 en 2000. Je dis, Inch'Allah qu'on passe. Mais en 2023, il y aura une assemblée de 176. J'espère, et ils nous ont rassuré, qu'il y aura quand même un 35% des sièges qui sera réservé pour les femmes. Donc moi, ça, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et ça fait que nous ne pouvons que souhaiter la bienvenue à ces 2 bonnes nouvelles, c'est-à-dire la participation des jeunes, avec les handicapés bien sûr, et aussi le niveau de participation du taux des femmes qui sera, je me souviens, on nous a dit à 35%, c'est ça? On a parlé aussi autour de la table du scrutin, de l'élection des députés qui représentent les citoyens à l'étranger. La diaspora, si vous voulez l'appeler comme ça. Donc je pense qu'on était aussi d'accord, et moi j'ai toujours été d'accord, et je l'ai dit du temps où j'étais déjà député, que la façon dont ils étaient élus était un peu anticonstitutionnelle. Parce que c'est très clair dans la constitution de notre pays, c'est que le député est élu au scrutin universel direct. Alors moi j'étais contre à l'époque, et je suis toujours contre maintenant, c'est qu'on fasse un scrutin indirect pour ces députés-là. Ça n'a pas de sens. Et je pense que ça va être corrigé aussi. On parle également d'un recensement administratif à caractère électoral. En quoi ce recensement sera-t-il différent de ce que nous avons connu
recensement précédent. Merci. Juste pour un peu compléter sur la diaspora, enfin je ne dirais pas la diaspora, mais les Mauritaniens de l'étranger, c'est plus convenable. Pour nos collègues de l'étranger, je crois que tous les partis veulent et demandent à ce qu'ils soient élus par un suffrage universel direct. Et il se pose certainement des problèmes du côté logistique qui sont en train d'être évalués. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit au ministère de l'Intérieur. Cette question est en train d'être évaluée pour voir qu'est-ce qui peut être fait, mais sinon, je crois que tout le monde est d'accord que nos collègues à l'étranger puissent voter directement. Pour les femmes, je dois dire que nous demandons aussi tous à ce que la liste des jeunes soit alternée hommes, plutôt femmes, hommes. Au lieu de hommes, femmes, ça permet d'avoir, parce qu'il y aura plusieurs listes en compétition, et pratiquement la plupart des listes n'auront qu'un seul siège. Et donc si la femme est en premier, on aura au moins 5 ou 6 femmes de plus dans l'Assemblée de ce côté-là. Et je crois aussi qu'il est des compétences, du domaine de compétences de la CENI, de réfléchir justement sur les mécanismes d'alternance des hommes et des femmes sur les listes nationales pour assurer justement l'atteinte de cet objectif de 35% ou mieux. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Pour la Ravel, le recensement à caractère administratif, nous nous sommes tous mis d'accord pour un nouveau recensement à caractère à vocation électorale, parce que tout simplement le fichier électoral que nous avons actuellement est un fichier, je ne dirais pas obsolète, mais un vieux fichier, qui a été à chaque fois renouvelé, qui contient déjà peut-être des dizaines de milliers de personnes décédées, donc il faut l'assainir de ce côté au moins, et quand on ne les assainit pas, ça réduira considérablement le taux de participation, ce qui n'est pas juste et ce qui ne reflète pas la réalité. En plus de cela, à cause justement du nomadisme des Mauritaniens, un nomadisme même d'ailleurs, je veux dire électoral des gens, donc ils s'inscrivent n'importe où et des fois ils oublient de réviser leur inscription et donc restent suspendus à Nema ou à un autre endroit alors qu'ils sont là à Nouakchott. Donc nous avons tous pensé qu'il est nécessaire et beaucoup plus transparent de refaire un fichier électoral nouveau qui soit suivi et qui reflète la réalité. Et ce fichier électoral, naturellement, il est demandé à tous les partis, on n'a pas besoin de le dire, de se mobiliser, de se sensibiliser, parce que les délais sont très courts pour que ce recensement, pour que ce rappel se fasse dans de bonnes conditions. En tout cas, au parti INSAF, c'est notre intention. Je suis sûr que les autres en feront de même. Avant de parler un peu de Ravel, je veux rebondir sur l'élection des Mauritaniens établis à l'étranger. Ce que nous avons obtenu, c'est important comme résultat. Désormais, que les députés soient choisis soient représentés à l'Assemblée nationale par des personnes qu'ils ont choisies, c'est-à-dire qui sont établies à l'étranger. Comme elle l'avait dit, c'est anticonstitutionnel. Ça est un fait. Mais l'autre fait aussi, c'est qu'il faut remplir les conditions pour que cela puisse voter convenablement. Puisque les élections passées, à travers le monde, on a ouvert des bureaux de vote dans 6 pays. Le paradoxe qui est en ce sens qu'en Gambie, on a ouvert des bureaux de vote pendant que le Sénégal, on n'a pas ouvert de bureaux de vote. Les États-Unis, il n'y a pas de bureaux de vote. En Espagne, il n'y a pas de bureau de vote. En Belgique, il n'y a pas de bureau de vote. Il y a des grands pays, beaucoup de pays où des moutins sont extrêmement représentés, mais ils n'ont pas la possibilité de voter. Et il y a certains pour voter, il faut se déplacer, donc il faut aussi prévoir un temps nécessaire pour les permettre de voter. Ça, c'est fondamental. Bon, revenons maintenant au Ravel. Comme je l'avais dit à l'entame de cette rencontre, je dis que nous sommes engagés dans un processus. Jusque-là, nous sommes parvenus à tomber d'accord sur un certain nombre de questions qui sont essentielles. Mais si toutefois, par la suite, il y a des problèmes qui se posent, relatifs notamment au recensement, vraiment, le succès est compromis. Puisque ce qui est important, c'est de permettre à tous les Mauritaniens de remplir les conditions
pour accomplir leur devoir de citoyen le jour du vote. C'est vrai, le ministre nous a promis par la suite que nous allons, les partis politiques, je veux dire, rencontrer les autorités administratives en charge de recensement de l'état civil pour qu'on puisse discuter, échanger des conditions qui permettraient à tous les Mauritaniens de s'inscrire, d'abord de se doter de papiers de l'état civil pour se permettre d'inscrire dans les listes, sur les listes électorales pour, au moment venu, qu'ils puissent tous accomplir leur devoir de citoyen. C'est quelque chose de fondamental pour moi. Et c'est pourquoi je demande aux partis politiques, à l'État, à tous les acteurs, de doubler d'efforts pour, par la suite, qu'on puisse parvenir, comme on l'a fait déjà par le passé par rapport à ces questions, comment dirais-je, à s'entendre pour qu'on puisse remplir toutes les conditions afin qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Il est prévu également le découpage de la ville de Nouakchott en 3 circonscriptions électorales. Qu'est-ce que cela apporte? Je suis là. Oui, bien sûr, mais j'ai oublié. Non, pas du tout. Je suis en train de me retourner. Pour vous. Non, moi si vous voulez également. Non, pour le Ravel, c'est vrai que c'était une doléance de tout le monde. Et le ministre et le secrétaire général nous ont rassurés. Surtout pour les histoires d'état civil, les pièces d'identité, comme vous le savez, il y en a beaucoup qui ont dépassé leur délai. Donc ils nous ont dit que ce problème sera réglé, pour qu'ils vont s'engager à ce que tous les Mauritaniens puissent le jour J voter et faire leur vote comme il se doit. Ils vont trouver, à ce moment-là, on nous a dit qu'on allait nous amener le directeur de l'agence, et on trouvera avec lui une solution avec le ministère. Je pense que nous rassurons tous les téléspectateurs, tous les Mauritaniens. On trouvera un moyen de les faire voter tous autant qu'ils sont. Ce qui concerne là, on est à quel point? Là, bon, on parlait. Le découpage de Nouakchott. Le découpage de Nouakchott. Ok, cette fois, c'est moi qui prends la. Merci. Merci. Pour Nouakchott, l'intérêt, vous avez posé la question, pourquoi ce redécoupage? On va l'expliquer aux téléspectateurs, parce que c'est important. Vous savez, Nouakchott avait une liste de 18 députés pour tout Nouakchott. C'était une liste, on reprochait le fait que les députés n'étaient pas, c'est-à-dire liés à un département ou à une région donnée. Et vous savez, l'élu a quand même une responsabilité au niveau territorial, au territoire. Il faut qu'il soit lié, lié à un département, à une région. Quand il est en territoire national, donc dans ce cas, il devient national, c'est une liste nationale. Comme les gens élus, c'est la liste nationale. Et nous avons estimé qu'on doit lier les députés aux régions. Et c'est pourquoi on a découpé cette liste en 3 morceaux, c'est-à-dire Nouakchott Ouest aura 7 députés, Nouakchott Est aura 7 députés, Nouakchott Sud aura 7 députés qui seront élus uniquement par les gens de leur circonscription électorale. Et on les a augmentés de 3 aussi pour un peu augmenter le nombre de députés de Nouakchott. Vous savez, Nouakchott, les gens de Nouakchott se plaignent toujours qu'ils ne sont pas suffisamment représentés, tenant compte du nombre d'habitants. Compte tenu du nombre d'habitants de Nouakchott, vous savez, Nouakchott, quand même, il y a une grande population. Et ces 3 députés, on les a augmentés de 3 députés. Mais il faut dire aussi que, d'autre part, il y a un fait quand même qu'il faut reconnaître, c'est que pratiquement la quasi-totalité des députés sur les listes nationales, même s'ils sont élus au niveau national, sont tous des résidents et des députés aussi de Nouakchott. Et donc Nouakchott, c'est toute la Mauritanie en quelque sorte. Et avec cela, nous pensons que nous rapprochons les députés de sa circonscription. C'est surtout ça l'esprit de la répartition qui a été faite. Je crois que le temps est très court. Je dirais un mot sur le financement, pour que oui, le financement des partis, on en parlera. Mais je pense qu'il vaut mieux, puisque notre... On reste sur le même point. Oui, c'est ça. Il vaut mieux que les gens... Chacun va donner à parler d'état civil. Oui. Non, mais on parlera de Nouakchott. Là, tu as soulevé le problème de Nouakchott. Tu parleras de ça? Non, pas du tout. Il faut impérativement qu'on leur donne l'occasion de parler. Moi, je pense on a voulu évoquer les points qui ont été
qui ont fait l'objet de cet accord avec le ministère de l'Intérieur. Et il n'y a pas mieux que de donner l'occasion à chacun de donner son point de vue. Je pense qu'il a déjà évoqué l'essentiel, pourquoi la répartition, cette fois-ci le découpage de notre emploi. Est-ce qu'il vous satisfait? Est-ce qu'il vous donne satisfaction? Oui, ça nous satisfait, puisque au niveau de notre organisation, c'était une doléance, c'était une revendication d'ailleurs. Puisqu'on a constaté que tout récemment, à la suite des inondations, qu'il y a certaines régions qui étaient un peu perdues, se sentant pas représentées, puisqu'ils n'avaient pas des gens à qui s'adresser directement au-delà des autorités administratives. Donc l'esprit étant cela. Mais ensuite, il faut reconnaître aussi, du point de vue administratif, à partir du moment la capitale subdivisée en 3 régions, la logique voudrait, au même titre que les régions de l'intérieur, Nouadhibou-Rosso, que ces régions qui constituent Nouakchott puissent jouir, comment dirais-je, au même titre que ces autres régions, les mêmes députés, pourquoi pas les mêmes conseils régionaux, de tout point de vue d'ailleurs sur le plan administratif. C'est essentiellement cela qui a animé cet esprit, qui nous a conduit aujourd'hui au découpage de Nouakchott. Sinon, ça renforce aussi le nombre de députés, qui est une doléance de tout le monde, passant de 18 à 21. Ça pouvait être augmenté en gardant Nouakchott avec une seule liste, mais nous avons proposé tous de segmenter Nouakchott en 3 régions et de répartir le nombre de Nouakchott, le nombre de sièges, autant pour moi, réservés à Nouakchott sur les 3 régions. Essentiellement, c'est cela. D'accord. Pour le découpage de Nouakchott, ce n'était pas notre proposition. Nous n'avions pas proposé le découpage de Nouakchott. Tout simplement pour une des raisons les plus simples, c'est que nous pensions que le découpage de Nouakchott nous amènerait à quelque chose qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire un vote identitaire. Un vote tribaliste, un vote régionaliste et même peut-être à la limite ethnique. Donc ça, c'est pour ça, c'est l'une des raisons que nous ne voulions pas ça. Et j'estime, bon, c'est vrai, dans la lancée, c'est quand même une concession que nous avons fait, ça démontre notre bonne volonté de poursuivre avec tout le monde, mais on pensait aussi, moi je pense que c'est bien de mettre les députés de Nouakchott en attachement avec leur circonscription, en contact avec les autorités, mais qu'est-ce que vous allez faire des députés nationaux? Eux aussi, il faudra peut-être après leur trouver une chose. Mais moi, je pense que le problème ne se situe pas là. Un député, je vous parle en connaissance de cause, j'ai été député de Nouakchott. J'ai été député sur liste nationale, dans un autre mandat. Mais je vous dis une chose, tout dépend de l'élu que vous allez prendre. Un député est un député, qu'il soit de Nouakchott, qu'il soit national. À Nouakchott, à l'Assemblée, j'ai été député de Nouakchott, mais je défendais Attar, je défendais Koubani, je défendais Rosso. Un député est un député. Alors qu'il soit de Nouakchott, qu'il soit député national, à la fin des élections, il devient un député national. Donc, le fait de... Si votre... J'ai entendu des gens qui ont été députés de Nouakchott, ils disent, nous, on n'a jamais eu de... Non, les autorités doivent vous connaître. Vous devez être à côté de vos circonscriptions, qu'elles soient ici à Nouakchott, et vous avez soulevé un problème que... Enfin, vous avez dit que la majeure partie des députés résident à Nouakchott. Soit, mais les députés de Nouakchott doivent s'intéresser à Nouakchott plus qu'autre chose. Mais ils doivent s'intéresser aussi à toute l'étendue du territoire. Un député est un député de la Mauritanie. Il n'est pas seulement député de Nouakchott. Et je pense que là, on doit surtout faire attention au choix des gens qui vont nous représenter, qui vont représenter nos partis, qui vont représenter les Mauritaniens. Et là, je redis toujours, quand on va faire le choix, on n'a qu'à bien choisir, non seulement le parti, mais choisir les candidats. Et que ces candidats-là connaissent leur mission. Vous savez, on dit un député, c'est quand même un honorable. Donc il faut honorer cet honorable-là. Et il faut prendre des gens honorables qui vont pouvoir honorer cette belle profession. C'est tout. Ça, je pense que c'est 80% qu'il faut. Même si vous mettez toutes les lois, qu'on les attache, qu'on mette des chaînes, s'ils ne veulent pas, ils ne le feront pas, ils ne le feront pas, c'est tout. D'accord. Le processus prévoit, et c'est notre dernier point, l'approbation de principe d'une contribution de l'État au financement d'une partie des dépenses de la campagne électorale. Quels seront les critères d'attribution de ces financements ou de ce financement? Au moins, sur ce point, je crois qu'on est tous d'accord. Je l'espère. Non, on ne s'est pas opposé à ça. Je crois. Moi, je n'aurais pas souhaité, c'est que j'ai voulu éviter au départ qu'on rentre dans
c'est que moi j'ai défendu, c'est qu'elle elle a défendu, c'est que lui il a défendu. Sinon on va vous prendre 7 jours. On a pris 7 jours au ministère de l'Intérieur et c'est pas ici qu'on va faire le remake de nos positions respectives. Je crois qu'on va plutôt s'atteler à expliquer aux téléspectateurs ce sur quoi nous sommes tombés d'accord. Voilà. Donc c'est surtout ça qui est important. Donc sur le financement, je pense que c'est tout simplement une bonne mesure. Elle est tout à fait juste. Nous savons tous et nous connaissons les ressources dont disposent nos partis politiques. Nous sommes dans des démocraties naissantes où les partis politiques ont besoin d'avoir des soutiens pour continuer à vivoter, à exister. Et un minimum de soutien. L'État, peut-être les téléspectateurs ne comprendront pas que l'État puisse donner de l'argent aux partis, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où d'ailleurs beaucoup de choses se disent et se passent, et en pleine mutation. Mais je crois que nous avons tous convenu, nous sommes tous mis d'accord sur le fait qu'il faudra envisager d'améliorer un peu le système de subvention que l'État accorde aux partis politiques. Et à 2 niveaux, en fait, je dirais même à 3. Améliorer la subvention qui leur a été accordée annuelle en fonction des résultats qu'ils obtiennent dans les élections. Essayer aussi d'élargir son assiette parce qu'elle était tout simplement accordée sur la base des résultats au niveau des municipales, mais peut-être considérer aussi le résultat au niveau des législatives et même au niveau des régionales. Ensuite, au deuxième niveau, accepter aussi, que l'État accepte de financer aussi, de supporter une partie des charges ou de soutenir, il ne pourra pas soutenir la totalité des charges de la campagne des candidats, mais comment est-ce qu'il accorde une subvention pour les candidats donc, qui sera divisée en 2 parties, une partie sous forme d'un forfait, qui sera donc une partie charge fixe qui va être partagée entre tous les partis à égalité, et une partie qui tiendra compte des résultats de chaque parti. Donc voilà ce sur quoi on s'était mis d'accord, et le président de la République a pris l'engagement aussi sur cet aspect-là. Donc c'est l'un des points fondamentaux aussi qui... Nous avons tous apprécié cette mesure, cette proposition, mais par rapport au mécanisme tel que vous l'avez demandé, ça relève des détails parmi lesquels ou sur lesquels nous ne sommes pas encore prononcés. Critères. Mais il faut distinguer 2 types de financement. Il y a un financement en amont, c'est-à-dire avant même les élections, ce qui correspond à une subvention électorale. Mais il y avait un financement qui existait, c'est-à-dire en aval, après, qui est en fonction des résultats obtenus, avec des dépenses, justification des dépenses engagées. Ça, c'est quelque chose déjà qui est connu, le mécanisme est connu de tout le monde. Mais au-delà, ce que je dois rappeler aussi, parmi les points qui ont fait objet d'attente par rapport à ce financement-là, les financements en fonction des résultats étaient basés seulement sur les résultats par rapport aux conseillers régionaux et municipaux, mais cette fois-ci, le ministre, ce qu'il a dit, ce qu'ils sont en train d'envisager de voir, c'est qu'il y ait un financement sur la base des résultats des votants pour les députations. Moi, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce point. C'est tout simplement pour signifier et dire aux téléspectateurs que nous avons toujours, et ce n'est pas seulement pour lancer des fleurs au président ni au gouvernement que nous soutenons, mais tout simplement qu'on a assisté à une réelle volonté de l'ancrage de la démocratie. Comme vous a dit M. Mohamed et mon frère Diop, c'est vrai qu'ils vont financer une part, en amont et en aval. Il y aura la première tranche, ça veut dire un forfait, comme il vous l'a expliqué, qui sera égal et qui sera distribué de façon égale à tous les partis. Et puis qu'en fonction des résultats, on verra ce qu'il y a. Tout simplement, moi, je trouve que c'est une bonne chose et que ça démontre que notre pays va vers un ancrage d'une certaine démocratie. Donc je pense aussi que le citoyen on a toujours, en tant que citoyen, des droits et des devoirs. En tant que membre de parti, nous aussi, le citoyen doit comprendre
qu'un parti ne peut pas être pris en charge totalement par l'État. C'est pas sa vocation. C'est pas, non, mais il faut que de la cotisation, de la main tendue vers le parti. Moi, je dis toujours dans notre parti, je dis, écoutez, notre parti est là. On prend l'exemple d'une vache. J'aime bien ce petit exemple. C'est une vache. Elle est maigre, on va l'engrosser, et puis quand elle aura beaucoup de lait, on va la traire, tout le monde l'aura. Mais comment? Il faut avoir des cotisations, il faut avoir des dons qu'on va faire pour le parti. Il faut contribuer au fonctionnement du parti. Il faut que les adhérents commencent à avoir cette idée-là de contribution au déroulement et au fonctionnement du parti. Ça aussi, il faudrait que le citoyen le sache et qu'il le fasse. Parce que l'État ne pourra pas prendre en charge tout ça. C'est vrai. Mais je trouve que c'est une chose à saluer parce que ça va dans le sens de l'ancrage de la démocratie, tout simplement. Le temps imparti à l'émission touche à sa fin. On a l'habitude de proposer un dernier mot aux invités. Je commence par vous, monsieur le secrétaire exécutif. Merci. Je dirais tout simplement que tout est bien qui finit bien. Bon, c'est déjà une bonne chose. C'est un pas de franchi dans le sens d'une politique apaisée, d'une démocratie que tout le monde va, d'élections que tout le monde, auxquelles participeront la majorité des partis existants, je l'espère, dans un climat qui sera similaire au climat au sein duquel nous avons négocié pendant quelques jours. Je suis très optimiste pour la suite et je demande à tous les Mauritaniens de saisir l'occasion pour s'inscrire sur les nouvelles listes. Je ne dirai pas plus, merci. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes engagés dans un processus ponctué par plusieurs étapes. Nous avons dépassé une étape très essentielle, une étape cruciale. Certes, ça reste encore à faire. Et c'est pourquoi j'exhorte tous les acteurs politiques que nous sommes, les représentants des partis politiques, l'État et toutes les institutions qui seront concernées dans le processus des concertations politiques, de faire preuve de responsabilité pour que par la suite on puisse avoir le même succès que maintenant, puisque l'objectif c'est de sortir des élections acceptées par tous. Ce qui est passé est important, mais ce qui reste aussi, le recensement, l'organisation, la mise en place de la CENI, son organisation, son mode de fonctionnement, et surtout les instances en charge des aspects techniques au niveau de la CENI, c'est là où le problème se pose. Et les prérogatives des représentants de la CENI en offshore et à l'intérieur, que tous fassent preuve de responsabilité, sans quoi c'est pas évident qu'au sortir des élections, qu'on trouve le résultat escompté. Donc je suis optimiste, franchement, puisque à l'issue de cette concertation, nous sommes pu tomber d'accord sur tout de façon consensuelle et je souhaite que ça suive avec le même rythme, avec la même cadence. D'accord, pour renforcer notre démocratie. Je suis tout à fait d'accord avec mes frères qui ont parlé. Je pense que si nous continuons dans la lancée dans laquelle nous avons eu à discuter dans les locaux du ministère et à l'hôtel, je pense qu'on n'aura pas de problème, qu'on arrivera réellement à ce qu'on voulait tous, c'est-à-dire des élections transparentes, convaincantes et acceptées par tous, participatives surtout. Et là, je relance l'appel à notre 25e parti, notre frère qui nous manque, qu'il vienne se joindre à nous, qu'il n'est jamais trop tard. Et je pense que si ça continue dans cette lancée, vu la neutralité de l'administration, surtout du ministre et du secrétaire général du ministère et du président de la République, je pense que tous les ingrédients sont là. Souhaitons-le. Je pense, et je le souhaite du fond du cœur. On le souhaite tous. Il n'y a pas de raison. On le souhaite tous. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, mais également chers auditeurs, puisqu'El Mauritania émet en bande FM, merci pour votre attention. Un grand merci également à mes invités que j'ai l'honneur d'avoir sur le plateau d'El Mauritania. Il s'agit de M. Mohamed Woulbihe, secrétaire exécutif du parti INSAV, M. Amadou Tidjane Diop, président d'IFRUD, Mme Lal Hassan Ahmed Abeid, premier vice-présidente du parti Rava. Merci également aux caméramans, à l'équipe technique d'El Mauritania qui ont réalisé cette émission et à très bientôt sur la chaîne El Mauritania. Au revoir.